Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche. Je vous ai dit sur Facebook il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de vidéo ce lundi, mais j'ai décidé de me faire violence parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui ne sera applicable que la semaine prochaine, avant de ne plus l'être jusqu'à au moins mars 2016. Et encore, l'éclipse sera partielle. Car oui, vous le savez peut-être, mais le 28 septembre prochain, il sera possible d'assister à une éclipse de lune. En tout cas, maintenant vous le savez. En mars dernier, je vous ai expliqué comment photographier une éclipse de soleil. La vidéo est là si jamais vous voulez aller y jeter un œil, et je vous le conseille. Une éclipse de soleil se produit quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil et masque ce dernier. Nous nous trouvons donc dans l'ombre de la Lune. Une éclipse de Lune, c'est l'inverse. C'est la Terre qui passe entre la Lune et le Soleil. Et donc, la Lune se retrouve cachée dans l'ombre de la Terre. Quand la Lune est seulement partiellement cachée dans l'ombre de la Terre, l'éclipse est dite partielle ou pénombrale. Mais lundi, nous aurons l'occasion d'assister à une éclipse totale, c'est-à-dire que la Lune se retrouvera entièrement dans l'ombre de la Terre, ce qui donne lieu à un phénomène particulier. En effet, au lieu de disparaître, la Lune devient rouge. Quand vous regardez un coucher de soleil, vous constatez que le soleil, qui est bien blanc en pleine journée, se teinte de jaune, voire de rouge. C'est parce qu'en rasant l'atmosphère, sa lumière doit traverser une couche d'air plus épaisse et cette dernière diffuse la lumière de manière bien plus importante qu'en pleine journée. Les seules longueurs d'onde qui arrivent alors jusqu'à vous sont les plus longues, c'est-à-dire le jaune, l'orange et le rouge. Maintenant imaginez, dans l'espace, la Lune, qui n'émet pas sa propre lumière, est éclairée par le Soleil et diffuse sa lumière blanche. Parce que oui, dans l'espace, la lumière du Soleil est blanche, pas jaune. Elle nous restitue donc l'ensemble de cette lumière blanche et apparaît blanche, normal. En se trouvant dans l'ombre de la Terre, la Lune ne devrait être éclairée par rien et se trouver dans le noir total. On cesserait donc de la voir. Mais il se trouve que la Terre possède une atmosphère, celle qui donne sa couleur rouge au Soleil le soir, et vue de derrière, dans l'espace, la Terre ressemble à ceci. Quand le Soleil se trouve de l'autre côté, il illumine l'atmosphère et comme je vous l'ai expliqué à l'instant, la seule longueur d'onde qui parvient à passer, c'est le rouge. La Lune se trouve donc dans le noir, éclairée seulement par une faible lueur rouge provenant de l'atmosphère de la Terre. Et c'est pourquoi elle apparaît rouge pendant une éclipse. Ce phénomène est moins rare qu'une éclipse de Soleil parce que l'ombre de la Terre est plus grosse que celle de la Lune, donc la Lune a plus de chances de s'y retrouver. Ce n'est néanmoins pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, donc si vous avez l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil, je vous invite à le faire. Avant de vous expliquer comment photographier cette éclipse, mieux vaut que je vous dise exactement où et quand la trouver. Vu que vous êtes dispersés un peu partout dans le monde, voici pour commencer une carte qui vous montre les zones où l'éclipse est observable, du début à la fin, seulement en partie, ou pas du tout. Normalement, nos amis canadiens, malgaches et antillais, que je salue, devraient profiter du spectacle eux aussi. Les réunionnais... Ensuite, l'horaire. C'est là que ça va pas plaire à tout le monde, car l'éclipse aura lieu de minuit 11 à 5h22 avec un maximum à 2h47. Heure de Greenwich. Ça veut dire qu'en France métropolitaine, avec l'heure d'été, il faudra rajouter 2 heures. Elle aura donc lieu de 2h11 à 7h22 avec un maximum à 4h47, heure de Paris. Il faudra donc vous coucher très très tard ou vous lever très très tôt. Ensuite, pour savoir où regarder, ma foi, il vous suffit de lever les yeux au ciel et de chercher la Lune. Mais si vous prévoyez d'inclure cette Lune dans un paysage sur votre photo, ce que je vous conseille, il peut être judicieux d'en savoir un petit peu plus sur sa position. Sachez donc qu'en France métropolitaine, toujours, l'éclipse débutera quand la Lune sera haute dans le ciel, au sud, et s'achèvera peu avant son coucher, à l'ouest. Parlons maintenant prise de vue. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à une éclipse de soleil, observer une éclipse de lune est absolument sans danger pour vous ou votre matos photo, à condition de ne pas faire votre observation au milieu de l'autoroute. Oubliez les lunettes spéciales, les protections pour l'appareil et le reste. Ici, il n'est question que de photographier la Lune. À part un pull, vous n'aurez besoin de rien de spécial. C'est déjà une bonne nouvelle.
Cependant, cette photo va tout de même vous poser quelques petits problèmes techniques que je vais évoquer maintenant. Tout d'abord, sachez que la Lune est petite, très petite, plus petite que vous ne le pensez. Malgré le fait qu'elle se trouvera à son périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre sur son orbite, et qu'elle paraîtra du coup 15% plus grosse que d'habitude, elle restera minuscule. Pour vous le montrer, on va faire une expérience. Prenez une feuille de papier perforé. Vous savez, ces feuilles pour classeurs d'écoliers. Tenez-la à bout de bras et observez un des trous de cette feuille. Le diamètre apparent de la Lune est identique à celui de ce trou. Vous pensez que j'affabule ? Essayez et vous verrez. Donc comme la Lune est vraiment très petite, il va falloir une très longue focale pour arriver à en révéler quelques détails. Et par très longue focale, j'entends au moins 200 mm si vous voulez que votre Lune ressemble à autre chose qu'un timbre-poste à l'image. Et si vous possédez un télescope d'1 mètre de focale, ne vous en privez pas. En outre, privilégiez l'APS-C au plein format afin de bénéficier en plus du facteur de crop. Il est donc inutile de préciser que faire une photo au smartphone se soldera par un échec. Voici deux photos de la Lune faites au 60D. C'est donc un appareil à capteur APS-C. Celle-ci est faite à 75 mm de focale et celle-ci à 400. Si j'agrandis les images comme un bourrin, vous constatez que la quantité de détails reste assez limitée. Je vais vous expliquer dans un instant comment faire une photo un petit peu mieux que ça, mais en attendant, pour une photo de la Lune seule, voilà comment procéder. Stabilisez-vous à l'aide d'un trépied, n'essayez même pas sans. C'est bien pour se lancer un défi, mais pas pour faire une belle photo. Choisissez votre focale la plus longue. Ceux qui possèdent un télescope ou une lunette sont chaudement invités à s'en servir. Nous allons shooter en mode M. Pour garder un maximum de détails dans notre image, vu qu'on n'en a déjà pas beaucoup, il peut être judicieux de rehausser le piqué de votre objectif en fermant le diaphragme à moitié, c'est-à-dire quelque part entre f8 et f13. Attention cependant, ceci fonctionne bien sur une lune ordinaire, assez lumineuse, mais une lune rouge l'est sacrément moins. Et comme grâce à la météo j'ai raté les dernières, je n'ai pas pu faire de test pour connaître les valeurs idéales. Donc sur une lune ordinaire, f8 ou f13, ça fonctionne bien, mais sur une lune rouge, il faudra peut-être ouvrir plus. D'autant que l'on va être limité sur notre prochain paramètre, le temps de pause. En effet, la Lune se déplace dans le ciel et elle se déplace même très vite. Toutes les 2 minutes, elle parcourt une distance approximativement égale à son diamètre apparent. En utilisant la règle des 500, vous saurez combien de temps vous pouvez exposer votre photo sans constater de filet. Mais comme on va de préférence être sur APS-C, on va appliquer la règle des 350, comme je l'explique dans la vidéo sur la Voie lactée, que je vous invite à aller voir si le principe de la règle des 500 n'est pas clair pour vous. Pour faire simple, prenez 350 et divisez-le par votre longueur focale. Ça vous donne grosso merdo votre temps de pause maximum en secondes. Donc pour 300 mm de focale sur APS-C, vous pouvez poser à peu près 1 seconde. Bien entendu, gardez à l'esprit que si vous pouvez utiliser un temps de pause encore plus court, c'est encore mieux car vous limiterez encore plus le filet. Cependant, utiliser un temps de pause plus court fera sûrement grimper les valeurs de notre dernier paramètre, la sensibilité ISO. Pour faire cette photo d'une lune cendrée, j'ai dû exposer 1/5 de seconde à 1600 ISO à une ouverture de f5.6. Il y a fort à parier que la luminosité de la lune rouge soit similaire, c'est-à-dire plutôt faible. N'ayez pas peur de monter votre sensibilité ISO. Parfois, on ne peut pas faire autrement, c'est d'ailleurs souvent le cas en astrophoto, c'est comme ça. Mais gardez à l'esprit que plus cette sensibilité est élevée, plus le bruit du capteur va masquer les détails de la surface de la Lune. Ça, ce sont les bases pour exposer votre photo correctement. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous garantir l'efficacité de ces exifs parce que je n'ai pas pu les tester en conditions réelles. Cependant, il y a une bonne nouvelle. La phase d'éclipse totale va durer 1h11. Donc vous aurez tout le temps d'essayer tous les réglages que vous voulez et d'ajuster ceux que je viens de vous donner. Si votre image est trop sombre, commencez par ouvrir un peu le diaphragme. Ensuite, poussez l'expo jusqu'au maximum de la règle des 350 et finalement, si c'est toujours trop sombre, augmentez votre sensibilité ISO. Pour limiter les dégâts d'une haute sensibilité ISO, qui peut quand même vachement pourrir une image où on a déjà si peu de détails, vous avez deux possibilités, mais pas forcément les plus simples.
Ceux qui ont suivi la série dédiée à l'astrophoto et qui se sont procuré une monture motorisée, vous pouvez l'utiliser pour allonger considérablement les temps de pause possibles et donc vous débarrasser de ce problème en shootant pendant 30 secondes à 100 ISO si ça vous chante. Quant à ceux qui n'ont pas de monture motorisée, vous pouvez tout de même vous inspirer de l'astrophoto en réalisant une série de dark, flat et offset comme pour photographier le ciel profond. Le traitement que vous appliquerez par la suite vous permettra de faire disparaître quasiment tout le bruit de l'image, même si vous shootez à 1600 ISO. En plus, l'empilement des photos est susceptible de faire apparaître plus de détails qu'avec une seule prise de vue. Je ne vais pas revenir sur cette manip qui est expliquée en détail dans les vidéos 2 et 3 sur l'astrophoto. Je vous invite à aller les voir ou les revoir si vous voulez essayer cette méthode. Et bien entendu, si vous avez une monture motorisée en plus, vous pouvez carrément faire les deux. Shooter avec la monture et faire un assemblage astro. Mais pour les photos de la Lune, l'un peut aller sans l'autre. Pour ceux qui préfèrent rester plus raisonnables, j'ai encore un petit conseil à vous donner. Utilisez une télécommande filaire et la fonction de relevé du miroir de votre appareil pour limiter les vibrations. Parce que sur une pause d'1/5 de seconde ou un truc comme ça risque franchement de se voir. Mettez-vous aussi à l'abri du moindre courant d'air car même avec un trépied très stable, à ces longueurs focales, ça vibre. Et on n'utilise jamais un stabilisateur sur un trépied car il peut auto-entretenir des vibrations. Si vous n'avez pas de télécommande, vous pouvez activer la fonction de relevé du miroir et le retardateur en même temps. En appuyant sur le déclencheur, l'appareil relève son miroir et fait tourner le minuteur. Et 2 ou 10 secondes plus tard, il prend la photo après avoir arrêté de vibrer. Voilà, ça c'était pour prendre une photo de la Lune de très près. Je vous invite à la faire cette photo car ça vous fera non seulement un bon exercice, mais en plus, vous aurez une lune rouge sur fond noir. Donc si vous voulez vous amuser à faire une composition sous Photoshop par la suite, cette image sera facile à utiliser. Seulement, et je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'éclipse de soleil, lundi prochain les réseaux sociaux vont être inondés de photos identiques, dont certaines faites au télescope, avec un niveau de détail assez décourageant pour quiconque possède seulement un 300 mm. Donc si vous ne faites que ça comme photo, elle va passer inaperçue au milieu des autres du même genre. C'est pourquoi je vous invite à faire preuve de créativité et à tenter d'intégrer la Lune dans un paysage. J'ai bien dit tenter, parce qu'au début de l'éclipse, ici en France du moins, la Lune sera très haute dans le ciel et donc, pour l'avoir dans votre cadre en même temps qu'un paysage, vous devrez sûrement utiliser un grand angle. Or, vous avez vu tout à l'heure que déjà à 70 mm, on ne voit quasiment plus aucun détail de la surface. Alors à 18 ou 24 mm, je vous laisse imaginer. C'est pourquoi je vous invite à vous placer à proximité d'un bâtiment ou en pleine forêt, bref, là où l'horizon est beaucoup plus haut perché et où il vous sera possible d'avoir la Lune et quelque chose d'autre dans le cadre, tout en utilisant quand même un téléobjectif. Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer une poignée de photos de Bertrand Kulik que vous retrouverez dans une vidéo future. C'est pas que des éclipses de Lune, mais au moins vous pigez le principe. Je vous ai expliqué la même chose dans la vidéo sur l'éclipse de soleil et elle était elle aussi assez haut dans le ciel. Mais vous m'avez bien épaté le lendemain en partageant sur ma page vos photos toutes plus originales les unes que les autres. Je vous invite donc encore une fois à faire preuve d'originalité pour tenter de sortir du lot. Attention cependant à un détail, la Lune est vachement plus lumineuse qu'un paysage qui n'est pas éclairé. Donc si vous êtes en rase campagne et que vous n'arrivez pas à exposer correctement à la fois la Lune et le sol, il vous faudra soit trouver un lieu plus éclairé, soit faire 2 photos en exposant une fois la Lune et une fois le sol sans changer de cadrage, puis assembler les deux. Si vous en avez l'occasion, sortez aussi un jour ou deux avant l'éclipse et faites quelques expériences. Vous pourrez ainsi tester vos réglages sur la Lune et anticiper sa position dans le ciel. Mais gardez à l'esprit que cette position ne sera pas tout à fait la même lors de l'éclipse et la luminosité non plus. Je crois que j'ai fait le tour de la question, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une météo favorable et de ne pas rater le réveil. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir les autres sur le site lestudiodepoche.fr, à faire un tour sur ma page Facebook, à vous abonner, voire à faire un tour sur Spreadshirt ou Tipeee pour me soutenir. Quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, à la revoyure.